Mes parents m'ont dit que je n'étais pas invité à Noël cette année. Je mets tout le monde mal à l'aise. Une semaine plus tard, mon père m'a envoyé une demande de $1900, votre part des courses de Noël. Je lui ai renvoyé $1,90 avec une note, je n'ai rien mangé. Je ne paie pas. Ensuite, j'ai annulé la carte Costco, gelé le compte Amazon familial et signalé la carte MX partagée pour examen. 2 jours plus tard, ma mère m'a appelé en pleurant. Comment as-tu pu? J'ai appris que je n'étais pas invité à Noël cette année par un courriel de 3 lignes, nous avons décidé qu'il serait préférable que vous ne veniez pas. Tout le monde se sent mal à l'aise à cause de vous. Nous espérons que vous comprendrez. Pas d'appel, pas de conversation, juste un courriel, comme si j'étais licencié d'un emploi à temps partiel. Je l'ai lu un mardi matin, assis dans mon appartement avec mon café à moitié fini et mon ordinateur portable de travail qui démarrait encore. J'ai regardé ces mots, comme s'ils allaient se réorganiser en quelque chose de moins humiliant. Le pire, c'est qu'ils semblaient calmes. Comme si ce n'était pas grave. Juste une petite mise à jour de planification. Au fait, nous vous avons effacé des vacances cette année. Ne le prenez pas personnellement. Sauf que c'était personnel. Bien sûr que oui. J'avais remarqué le changement au cours des 2 dernières années. Des choses subtiles. Ma mère a cessé de me demander si je venais tôt pour aider à cuisiner. Mon père a cessé d'appeler à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose, généralement de l'argent. Mon frère et sa femme ont commencé à me traiter comme si j'étais radioactif. Mais je suis quand même venu. J'ai quand même apporté des cadeaux, cuisiné, nettoyé, ri de blagues pas drôles, souri à travers la tension. J'ai continué à attendre que quelqu'un le dise à haute voix. Maintenant, il l'avait fait. Je n'ai pas répondu au courriel. J'ai attendu 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Personne n'a contacté. Puis j'ai reçu une demande Venmo de $1900 de mon père. La note disait, votre part de la nourriture des fêtes. J'ai vraiment ri à haute voix, seul dans mon appartement. Il m'avait désinvité des vacances, m'avait dit que je mettais les gens mal à l'aise, et ensuite il s'attendait à ce que je paie près de $2000 pour le privilège de ne pas être là, comme si j'étais juste une ligne dans leur budget. Je leur ai renvoyé exactement $1,90. J'ai ajouté une note, je n'ai rien mangé. Je ne paie pas. Et puis j'ai commencé à les couper. J'ai annulé la carte Costco. Elle était à mon nom, payée par mon compte. Ma mère l'utilisait comme si c'était la sienne. Je l'imaginais faire la queue avec son chariot plein de pâtes de crabe royal et de papier essuie-tout, pour finalement se faire dire que la carte n'était pas valide. Je ne l'ai pas prévenu. Ensuite, Amazon. Ils utilisaient mon Prime pour la livraison gratuite, les courses et mon compte de streaming. Mon père utilisait mon identifiant pour regarder ses documentaires politiques dont il était obsédé. Fini. J'ai changé le mot de passe, supprimé tous les appareils et verrouillé le tout. Et puis, la carte MX, un compte conjoint. Mes parents m'ont ajouté lorsque j'avais un meilleur crédit afin qu'ils puissent obtenir une limite plus élevée. Je l'ai signalé pour activité suspecte et j'ai demandé un examen complet. Cela a gelé la carte instantanément. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de ma mère. Je n'ai pas décroché au début. Puis ça a sonné encore et encore. Finalement, j'ai répondu. Elle pleurait. Elle ne s'excusait pas, cependant elle pleurait juste, comme si je l'avais poignardée. Comment ai-je pu faire ça? Comment ai-je pu être aussi mesquine? C'étaient mes parents. Je n'ai pas dit grand-chose. Je l'ai juste laissé parler. Elle voulait que je sois silencieuse et obéissante. Elle voulait que je sois généreuse et invisible. Elle voulait que je me sente coupable, mais je ne l'étais pas. C'est ce qui l'a le plus effrayé. 3 jours après l'appel de crise de ma mère, mon frère m'a finalement contacté. Pas de salutation, pas de contexte, juste un texto qui disait « Était-ce vraiment nécessaire ?» Je l'ai regardé pendant 1 minute. La dernière fois qu'il m'a envoyé un message, c'était pour me demander si je pouvais aider à couvrir la moitié de la facture dentaire de notre père. Il n'a même pas dit merci. Et maintenant, il avait le culot de me faire remarquer comme si j'étais le problème. Je n'ai pas répondu. Plus tard dans la soirée, j'ai vu un texto de groupe apparaître sur mon téléphone. Ma mère avait créé un nouveau compte Costco à son nom. Le message était court et agressif passif, nouveau compte familial pour Costco, moi, Mike et Jess. Merci à la vraie famille de s'être mobilisée.
Il n'essayait même plus d'être subtil. C'était un appât, manifestement conçu pour me faire sentir coupable, jalouse, exclue, mais ça m'a juste fait rire. Vraie famille, c'était les gens qui m'ont exclu de Noël comme si j'étais un inconvénient et qui m'ont ensuite envoyé une facture. Ils pensaient me punir en m'excluant. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est qu'ils me libéraient. J'ai donc continué. Ensuite, c'était le forfait téléphonique. Ils étaient tous encore sur le mien, maman, papa et même Mike. Je les avais ajoutés il y a des années lorsque j'avais un emploi avec une bonne réduction et qu'ils m'ont supplié de les laisser les accompagner. Ce n'était censé être que pour quelques mois. C'était il y a 6 ans. Seul mon père avait déjà essayé de payer sa part, et c'était sporadique au mieux. Ils avaient profité de la situation, en supposant que je continuerais à la couvrir. Je leur ai donné un préavis d'1 semaine. J'ai envoyé un texto de groupe, le forfait téléphonique se termine vendredi. Veuillez passer à votre propre compte avant cette date. Pas de réponse, pas même un pouce levé. Classique. Je savais qu'ils pensaient que je bluffa. Je ne bluffa pas. Vendredi est arrivé. À 12h01, leurs lignes ont été désactivées. J'ai reçu l'email de confirmation du fournisseur. 3 numéros supprimés. Il n'a fallu que 2 heures pour que les retombées commencent. D'abord, mon père a appelé d'un numéro de téléphone fixe aléatoire. Je n'ai pas répondu. Puis sont venus les messages vocaux, paniqués, en colère, puis passant au voyage de culpabilité. Il a dit qu'il essayait de renouveler une ordonnance et qu'il ne pouvait pas accéder à son compte, qu'il était dangereux de couper le téléphone de quelqu'un, que j'étais irrationnel et cruel. Je n'ai toujours pas répondu. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de ma cousine Laura sur Facebook. Nous n'avions pas parlé depuis plus d'1 an, pas depuis qu'elle a refusé de me rembourser pour des billets de concert. Salut, ta mère m'a appelé d'un téléphone fixe aujourd'hui. Elle a dit que tu traversais quelque chose et que tu t'en prenais à la famille. Tout va bien? Le voici. L'histoire. Je ne réagissais pas à des années de manque de respect, j'avais une crise. J'étais instable, malade. Cela commençait déjà à se répandre. J'ai simplement répondu, tout va bien. C'est tout ce que j'ai dit. Je savais comment ça marchait. Il déforme l'histoire jusqu'à ce que je sois la méchante de ma propre famille, celle qui a juste craqué. Il ne mentionnerait pas l'argent, les faveurs, les choses que j'ai faites discrètement en arrière-plan pour que tout fonctionne. Mais je n'étais pas inquiète parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je gardais tout, chaque facture que j'ai payée pour eux, chaque texto demandant de l'aide, chaque capture d'écran Venmo, chaque charge Amazon qu'ils ont effectuée via mon compte, même le courriel où mon père m'a supplié de signer un prêt sur lequel il a fait défaut. Je ne prévoyais pas de rendre cela public pour le moment, mais je préparais tout. À la mi-décembre, le silence de ma famille était devenu tactique. Pas de texto, pas d'appel, pas de voyage de culpabilité des fêtes, juste ce silence étrange et calculé. Je pouvais les sentir se regrouper dans les coulisses, probablement en échangeant des histoires pour s'assurer qu'ils étaient tous alignés. Je suppose que j'étais déjà l'instable dans n'importe quelle version des événements qu'ils racontaient. Puis l'alerte American Express est arrivée. C'était une notification de fraude. Quelqu'un avait essayé d'effectuer un achat de $2100 dans un magasin d'électroménager. L'adresse de livraison était la maison de mes parents. Le lien email vers la commande était celle de mon père. La carte toujours le même compte conjoint que nous partagions, celui que j'avais déjà gelé. Ils essayaient toujours de l'utiliser. Après tout, ils pensaient vraiment qu'ils pouvaient continuer à passer leur carte comme si de rien n'était. Je ne les ai pas appelés. J'ai appelé la banque. Le représentant m'a demandé si je voulais contester la charge. J'ai dit oui. Puis je lui ai raconté toute l'histoire, comment j'avais été le titulaire principal du compte, comment il s'était ajouté il y a des années, comment je le remboursais seul depuis, et comment j'avais récemment signalé la carte en raison d'une utilisation non autorisée. Elle a fait une pause 1 seconde, puis a dit qu'il pouvait lancer un audit complet et une enquête interne. Il vérifierait les 12 derniers mois de charge, vérifierait qui a fait quoi, et pourrait impliquer des avocats si quelque chose semblait suspect. J'ai accepté, lui ai dit de procéder. Puis j'ai commencé à rassembler les reçus. J'ai parcouru mes emails, Venmo, les anciens textos, les relevés bancaires. Je n'avais pas réalisé combien j'avais discrètement pris en charge jusqu'à ce que je voie tout cela en un seul endroit, loyer, courses, réparations automobiles, transferts d'urgence aléatoires, cadeaux de Noël que j'avais commandés pour eux et pour lesquels je n'ai jamais été remboursé, abonnements,
commandes en ligne via mon Amazon, compte de streaming, même les médicaments du chien, qu'ils avaient expédiés à ma maison une fois parce que c'était moins cher avec ma réduction. Au moment où j'ai fini, j'avais une feuille de calcul avec les dates, les montants et les preuves totalisant un peu plus de 14 000 $ sur 2 ans. 14 000 $. Tout en me disant que j'étais ingrate, égoïste, difficile à aimer. Le soir même, j'ai reçu un email de ma mère. C'était long, dramatique et codé dans une fausse préoccupation. Elle a dit qu'elle me manquait, que les choses avaient dégénéré, que les familles ne devraient pas se battre pour de l'argent, qu'elle était inquiète pour moi. Mais au milieu de tout ce sucre se trouvait le couteau, si vous êtes déterminé à rendre cela laid, a-t-elle écrit, nous pouvons aussi y aller. Cette phrase a frappé comme de la glace. Ce n'était même pas subtil. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait des copies de tout, je l'ai téléchargé sur un compte cloud sécurisé, partagé avec personne, j'ai imprimé des copies physiques et je les ai mises dans une boîte ignifugée, j'ai fait des sauvegardes sur une clé USB et je les rangées au fond de mon placard. Le truc drôle, c'est qu'il ne pensait toujours pas que j'allais vraiment repousser. Pas vraiment. Il pensait que je n'aurais plus d'énergie, comme toujours m'excuser, envoyer une carte, apparaître. Il ne comprenait pas que j'avais déjà dépassé ce point, la partie où quelque chose à l'intérieur de vous se brise d'une manière qui ne guérit plus de la même manière. Il pensait qu'il gagnait parce que j'étais silencieuse. Il n'avait aucune idée que je me préparais à la guerre. 4 jours avant Noël, j'ai reçu une notification indiquant que quelqu'un avait signé pour une lettre recommandée adressée à moi. Je ne m'attendais à rien, alors j'ai pensé que c'était une commande en ligne retardée. Lorsque je l'ai ouverte et que j'ai vu le logo d'un cabinet d'avocats en haut, j'ai ri. Mes parents avaient engagé un avocat. À l'intérieur se trouvait une lettre de cessation et d'abstention. Ils m'ont accusé d'ingérence dans les affaires financières, de diffusion d'informations dommageables et fausses, et de participation à une campagne ciblée visant à nuire à leur réputation. Il y avait même une section qui m'avertissait de ne pas faire de déclarations diffamatoires à des tiers. Cela ressemblait à quelque chose qu'ils avaient copié sur un site web et envoyé à l'avocat le moins cher qu'ils pouvaient trouver. Mais le message était clair, ils essayaient de me faire taire. Ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas la menace juridique elle-même, mais le désespoir qui se cachait derrière. Ils étaient en train de se débattre, de paniquer, d'essayer de transformer toute cette affaire en un fantasme où ils étaient les victimes et moi l'enfant amer et mentalement instable qui s'énervait sans raison. Je n'ai pas répondu à l'avocat. Au lieu de cela, j'ai transmis la lettre à American Express parce que 2 jours plus tôt, j'avais reçu un appel de leur service de lutte contre la fraude. L'audit préliminaire était terminé. De nombreux achats importants électroniques, séjours à l'hôtel, vols, une paire de casques anti-bruit à 700 $ avaient tous été facturés sur la carte conjointe. Aucun d'entre eux n'a été autorisé par moi. Aucun d'entre eux ne correspondait même à mes habitudes de dépenses. Ils m'ont demandé si je voulais intensifier. J'ai dit oui. Pendant qu'ils faisaient remonter l'affaire dans la chaîne hiérarchique, j'ai commencé à fermer toutes les failles auxquelles je pouvais penser. J'ai ouvert le calendrier familial que nous utilisions tout, anniversaire partagé, rappel pour les anniversaires, vacances récurrentes et je les supprimais. Je les ai retirés de mon forfait familial Spotify. Je les ai exclus de tous les services de streaming partagés, Netflix, HBO Max, Hulu. J'ai changé les mots de passe, déconnecté les appareils. C'était brutal, immédiat. Ils regardaient probablement un film lorsque leurs écrans sont devenus noirs. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un email d'Amazon. Quelqu'un avait essayé d'accéder à mon compte à partir d'un appareil inconnu. Ils avaient tenté une réinitialisation du mot de passe et avaient même essayé de changer l'email de sauvegarde. La sécurité l'a arrêté à temps, mais ils m'ont envoyé l'adresse IP. C'était la maison de mes parents. Ils essayaient toujours de revenir. Non pas parce qu'ils me manquaient, mais parce qu'il manquait l'accès. Puis mon frère m'a envoyé un texto au premier message depuis son commentaire laconique sur le fait que mes actions étaient nécessaires. Cette fois, il était en colère, félicitations. Tu as gâché Noël. Maman est une épave. J'espère que tu es fier de toi. Pas de questions, pas d'intérêt pour mon point de vue ou juste des accusations, comme si j'avais mis le feu à l'arbre et pissé sur la crèche. Il ne le voyait toujours pas. J'avais été celle qui les soutenait pendant des années, discrètement, sans faire de scène, comblant les failles qu'ils refusaient d'admettre. Et au moment où je me suis arrêté, ils n'ont pas remercié pour tout ce que j'avais fait. Ils ont essayé de me discréditer. Ce soir-là, j'ai reçu un dernier email de ma mère. Pas de salutation,
pas de culpabilité ou juste une seule phrase, tu as fait ton choix. Et elle avait raison. Je l'avais fait. Pour la première fois, c'était moi qui choisissais. Pas eux qui me disaient comment les choses allaient se passer. Pas moi qui cédais pour éviter les drames. Pas moi qui prétendais que tout allait bien. C'était une ligne dans le sable. Et je ne faisais pas marche arrière. 2 jours après Noël, je me suis réveillé avec un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. « Salut, c'est Randy de l'ancien bureau de ton père. J'ai vu quelque chose d'étrange aujourd'hui. Je pensais que tu devais le savoir. » Une capture d'écran d'un message Facebook était jointe. Ma mère avait rendu cela public, totalement public, avec une histoire larmoyante sur la façon dont son plus jeune enfant s'était retourné contre la famille, avait lutté pendant des années contre des problèmes de colère, et répandait maintenant des mensonges dangereux en ligne. Elle n'a pas utilisé mon nom, mais c'était manifestement à propos de moi. Elle m'a qualifié de manipulatrice, a dit que je m'étais isolé, a dit que je les avais attaqués financièrement par vengeance. Le message avait déjà accumulé des dizaines de mentions j'aime et de commentaires. D'anciens voisins, des amis d'église, des gens dont je me souvenais à peine, tous intervenant avec des bêtises sympathiques. « Vous êtes une femme si forte, certaines personnes ne peuvent pas être sauvées, Dieu connaît votre vérité. » Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté. J'ai juste fait une capture d'écran de tout. Ensuite, j'ai vérifié son profil. Elle a tagué quelques membres de la famille dans les commentaires, y compris ma cousine Laura et, surprise, Jess, la femme de mon frère. J'ai pensé qu'il ne faudrait pas longtemps pour que les appels commencent. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a complètement pris au dépourvu. À midi, j'ai reçu une alerte d'Amex. L'équipe antifraude avait conclu son enquête. Ils avaient déclaré plusieurs charges comme non autorisées et les faisaient remonter à leur service juridique. Ils m'ont demandé si je voulais poursuivre d'autres actions. Je leur ai dit d'y aller. Pas même 2 heures plus tard, j'ai reçu un texto de Jess, « On peut parler ? Juste toi et moi. » J'ai hésité. Jess a toujours été froide avec moi, limite hostile. C'est elle qui a insisté pour des vacances familiales plus petites et qui a fait ces petites remarques subtiles sur le fait que j'étais trop intense. Si elle me contactait maintenant, quelque chose se passait. Je lui ai dit que j'écouterais. Elle a appelé presque immédiatement. Sa voix était basse, comme si elle se cachait dans une autre pièce. Elle a dit qu'elle avait tout suivi, y compris les publications Facebook de ma mère, et qu'elle en avait assez de faire semblant. Elle avait compris que ma mère empruntait de l'argent à elle et à Mike, mon frère, depuis plus d'1 an, des centaines de dollars ici et là, toujours en espèces, toujours avec une excuse pleine de culpabilité, réparer la voiture, faire un cadeau d'anniversaire surprise à papa, aider un voisin en difficulté. Jess ne l'a jamais remis en question parce que c'était présenté comme de l'aide familiale, mais ça a commencé à s'accumuler. Quelques semaines avant Noël, ma mère avait demandé une petite faveur: utiliser le chariot de Jess pour une seule chose pendant qu'il faisait les courses. Elle a dit qu'elle avait oublié le sien à la maison. Elle a fini par acheter un sac de Créateur. Lorsque Jess l'a interrogée, elle a prétendu que c'était une erreur, a juré qu'elle la rembourserait. Elle ne l'a jamais fait. Et lorsque Jess en a parlé à Mike, il a éludé la question, a dit que ce n'était pas grave, a dit que maman ne mentirait jamais. Puis Noël est arrivé. Puis le message Facebook. Puis le gel des comptes. Et soudain, Jess a commencé à réaliser que peut-être je n'étais pas le problème après tout. Elle a tout retourné contre toi, a dit Jess. Elle t'a fait passer pour un monstre pour que personne ne remette ses actions en question. Je n'ai pas dit grand-chose. Je n'avais pas besoin de le faire. Jess le savait déjà. Elle a Mike complètement sous son emprise. Il ne le voit pas, mais moi si. Quelques heures après avoir raccroché, j'ai reçu un message de Laura, ma cousine, qui avait vu le message. Elle m'a demandé si j'allais bien, mais cette fois, elle n'avait pas l'air de répéter les paroles de ma mère. Alors je lui ai envoyé tout, les reçus, les paiements, la lettre de l'avocat, les résultats de l'enquête sur la fraude au tout. 20 minutes plus tard, elle a répondu, « Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. » C'est fou. Le lendemain matin, le message Facebook de ma mère avait disparu. Dans l'après-midi, son profil entier avait été supprimé. Mais ce n'était pas la fin. Ce soir-là, j'ai reçu une alerte par email. Quelqu'un avait essayé de se connecter à mon stockage cloud. Tentatives infructueuses de 2 adresses IP, une de la ville de mes parents, une d'un endroit inconnu. Les fichiers allaient bien, tout était sauvegardé, sécurisé et doublement crypté.
Mais ils essayaient clairement de savoir ce que j'avais. Et je ne faisais que commencer. Le réveillon du Nouvel An est arrivé sans feu d'artifice, juste une autre notification indiquant que quelqu'un avait essayé d'accéder à mon disque de sauvegarde. Quiconque l'a fait a échoué à l'authentification à 2 facteurs. Je n'avais pas besoin de deviner. Je savais exactement qui c'était. Ils avaient peur. Le silence de mes parents et de mon frère a duré toute une semaine après que ma mère a supprimé son Facebook. Pas de messages, pas d'appels téléphoniques, pas même un de ces emails pathétiques et chargés de culpabilité qu'elle envoyait après les disputes familiales. Mais l'absence ne semblait pas paisible. Cela ressemblait à la partie calme d'une tempête, la partie où tout le monde se prépare à ce qui va suivre. Ce qui s'est passé ensuite, c'est un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis un message vocal. C'était mon père. Sa voix était calme ou étrangement calme. Il a dit qu'il voulait régler les choses en privé, que tout cela était allé trop loin, et qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir des avocats. Il a dit qu'ils étaient prêts à avoir une conversation si j'avais fini de jouer. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas un jeu. C'était un dernier chapitre. J'ai laissé le message vocal pendant 2 jours. Puis j'ai écrit une lettre, pas une lettre émotionnelle, pas une diatribe, juste une liste à puces, tout l'argent que j'avais dépensé, toutes les charges qu'Amex a signalées comme frauduleuses, toutes les preuves d'abus d'accès, streaming, prime, Costco, forfait téléphonique, copie des messages Facebook et capture d'écran de la manipulation de ma mère. J'ai joint tout cela et je le leur ai envoyé par courrier recommandé, un à leur maison, un à mon frère. Pas de message, pas de signature au juste des faits. Quelques jours plus tard, mon frère m'a envoyé un texto, « Tu veux vraiment tout brûler, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas une question, c'était une accusation, comme si j'étais parti de quelque chose de sacré au lieu de sortir d'un piège. Mais ensuite, la dernière pièce inattendue est tombée en place. Jess a renvoyé un texto. Elle a dit qu'elle quittait Mike, qu'elle y pensait depuis un moment, mais qu'elle ne réalisait pas à quel point le dysfonctionnement était profond jusqu'à ce qu'elle voie comment ils se sont retournés contre moi. Elle avait discrètement commencé à chercher des appartements, ouvert son propre compte chèque, et m'avait dit, sans me le demander, qu'elle obtenait des conseils juridiques sur la question de savoir combien de leurs finances étaient encore liées aux miennes. Il n'est pas seulement sous son emprise, a-t-elle dit. Il construit une maison sous elle. Et puis est venue la vraie surprise. Elle m'a offert quelque chose, des captures d'écran, des messages vocaux, des emails de ma mère, de Mike, des messages où il parlait ouvertement de la façon dont il contournerait les gels de ma carte, de la façon de me faire pression pour me faire taire, de la façon de faire croire que j'étais devenu incontrôlable. Je pensais que tu pourrais vouloir ça, a-t-elle dit. Elle a envoyé tout. Je ne lui ai pas dit ce que j'allais en faire. Je n'avais pas besoin de le faire. Mais lorsque j'ai ouvert ce dossier et que j'ai vu les mots de ma propre mère, parlant de la façon dont elle avait juste besoin de faire assez douter les gens de moi, j'ai su que ce n'était plus seulement une question d'argent. Cela ne l'avait jamais vraiment été. Il s'agissait de contrôle, de me maintenir en place. Et maintenant, enfin, je ne l'étais plus. Mise à jour, je ne prévoyais pas publier une autre mise à jour. Je pensais avoir fini. Je pensais que couper les liens financiers, exposer les mensonges et envoyer les reçus par courrier était la fin de tout cela. Je me suis trompé. Dimanche dernier, vers midi, il y a eu un coup à la porte de mon appartement. Pas de sonnerie, pas d'avertissement. Je vis dans un immeuble sécurisé, donc quiconque c'était devait avoir suivi quelqu'un. J'ai regardé par le Judas, et ils étaient là, ma mère et mon père, debout dans le couloir comme si c'était la chose la plus normale au monde. Pas de valise, juste eux. Ma mère avait quelque chose dans sa main qui ressemblait à un dossier. Je n'ai pas ouvert la porte. Ils ont frappé de nouveau. Puis ma mère a pris la parole, juste assez fort pour être entendue à travers la porte. Elle a dit qu'ils voulaient juste parler, qu'ils étaient prêts à faire preuve de grandeur d'âme, qu'ils étaient prêts à être les plus grands. J'ai failli rire. Je leur ai dit à travers la porte qu'ils devaient partir. J'ai dit que je n'hésiterais pas à appeler la police s'ils ne le faisaient pas. Mon père a dit quelque chose à voix basse. Puis ma mère a frappé de nouveau, plus fort cette fois. Elle a dit, et je cite, « Si tu ne veux pas régler ça, on va le régler pour toi. » C'est à ce moment-là que j'ai commencé à enregistrer. Ils sont restés là 1 ou 2 minutes de plus, puis sont finalement partis, mais pas avant de glisser le dossier sous ma porte. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées de mes messages hors contexte, un email que j'avais envoyé à ma cousine expliquant tout,
rogné pour faire croire que je les menaçais, quelques textos coupés d'il y a des années lorsque j'étais frustré et que je me défoulais. À l'arrière, il y avait une note manuscrite de ma mère. Elle disait, « Tu ne veux pas que ça devienne public. Pense à ton travail. Pense à ton avenir. La famille doit rester la famille. » Donc oui. Ils ont essayé de se présenter et de m'intimider. Ils ont essayé de fabriquer une piste papier pour inverser la situation. Et maintenant, ils laissent entendre qu'ils vont faire exploser ma vie si je ne joue pas le jeu. J'ai tout transmis à mon avocat. Et pour mémoire, je ne travaille pas dans un endroit où cela passerait inaperçu. Ils veulent jouer à ce jeu? Très bien. Je jouerai mieux. Aussi, un clin d'œil à Jess. Elle m'a dit qu'elle témoignerait si cela allait devant les tribunaux. On dirait que le jeu n'est pas encore terminé.